Il existe une vérité scientifique profondément dérangeante qui figure rarement dans les livres d'histoire. L'intelligence humaine ne s'est pas éveillée progressivement. Elle est apparue soudainement, déjà pleinement développée et immédiatement focalisée sur le cosmos. L'archéologie montre que, dans un laps de temps extrêmement court de l'évolution, les êtres humains sont passés de la survie au symbolisme, des outils au temple, de l'abri au ciel. Les plus anciennes structures monumentales connues sur Terre n'ont pas été construites pour les rois, le confort ou la conquête. Elles ont été construites pour marquer des moments invisibles dans le temps. Des moments où le soleil s'arrête à l'horizon, où les ombres inversent leur direction, où les étoiles reviennent aux positions qu'elles occupaient des générations auparavant. Ce n'est pas une métaphore. Ces événements peuvent être calculés rétrospectivement grâce à la physique moderne, et les alignements sont toujours valables. Ce qui est philosophiquement troublant, ce n'est pas que les peuples anciens étaient intelligents. C'est qu'ils semblaient préoccupés par des questions qui n'offraient aucun avantage immédiat pour leur survie. Pourquoi suivre des cycles qui dépassent la durée d'une vie humaine? Pourquoi encoder des chiffres dans la pierre alors que le bois suffirait? Pourquoi aligner des monuments sur des étoiles qui n'auraient d'importance que des siècles plus tard? D'un point de vue strictement darwinien, cela n'a guère de sens. Et pourtant, partout où nous regardons, nous trouvons la même impulsion, lier l'existence humaine à l'ordre cosmique. Pas localement, pas culturellement, globalement. Des civilisations séparées par des océans, par des milliers d'années et par des langues totalement différentes s'orientaient vers la même mécanique céleste, une mécanique régie par la physique et non par la croyance. L'univers se moque d'être observé. Ses lois s'appliquent avec ou sans témoin, et pourtant, les premiers humains se comportaient comme si ces lois avaient une importance capitale, comme si comprendre le rythme du cosmos était essentiel pour se comprendre eux-mêmes. Cela soulève une possibilité bien plus troublante que celle des civilisations perdues ou des technologies oubliées. Cela suggère que le sens n'est peut-être pas inventé par les cultures, mais extrait de la structure même de la réalité, que les êtres humains, lorsqu'ils sont placés sous le même ciel pendant suffisamment longtemps, commencent à se poser les mêmes questions, à construire les mêmes symboles et à revenir obsessionnellement au même schéma. Il ne s'agit pas ici d'une histoire de connaissances secrètes transmises à travers les âges. Il s'agit d'une histoire de convergence, de ce qui se passe lorsque la conscience rencontre un univers régi par des cycles, des ratios et un temps implacable. L'enquête qui suit ne promet aucune révélation, elle n'offre aucune réponse définitive. Ce qu'elle offre, c'est quelque chose de plus rare, la clarté. Un examen rigoureux des raisons pour lesquelles les civilisations anciennes, sans contact ni coordination, semblaient parler le même langage cosmique. Car si ces modèles persistent à travers le temps et l'espace, le mystère n'est pas de savoir qui a appris à l'humanité à les voir. Le mystère est de savoir pourquoi l'univers les a rendus impossibles à ignorer. Ce qui découle de cette prise de conscience n'est pas de la spéculation, mais de la mesure. Les pierres peuvent être étudiées, les angles peuvent être calculés, les ombres peuvent être suivies. L'archéologie, dans sa forme la plus rigoureuse, n'est pas l'étude d'histoire, mais l'étude de décisions matérielles figées dans le temps. Chaque bloc placé, chaque axe choisi, chaque orientation préservée est la preuve d'une intention. Et lorsque ces intentions pointent à plusieurs reprises vers le haut, vers les mouvements du ciel, le motif mérite notre attention. À travers les continents, les anciens constructeurs ont aligné leurs structures les plus durables avec des moments qui ne peuvent être vus, seulement anticipés. Le lever du soleil au solstice, les arrêts extrêmes de la Lune, le retour de certaines étoiles à l'horizon après de longues absences. Il ne s'agit pas d'alignements vagues déduits après coup. Beaucoup d'entre eux sont précis à un degré près, voire moins, suffisamment précis pour que les astronomes modernes puissent reconstituer le ciel du passé
et confirmer que l'architecture remplit toujours sa fonction des milliers d'années plus tard. Il ne s'agit pas d'archéologie marginale. Les méthodologies sont standards. La datation au radiocarbone établit l'âge. La stratigraphie confirme la séquence. Les instruments d'arpentage testent l'orientation. Les logiciels astronomiques modélisent les cieux anciens à l'aide de principes physiques bien établis. Lorsque ces outils indépendants convergent, les résultats sont difficiles à rejeter. Une structure s'aligne sur un événement céleste ou ne s'aligne pas. Les pierres encadrent le Soleil à un moment précis ou ne le font pas. Ce qui dérange les chercheurs, ce n'est pas la présence d'un seul site de ce type, mais leur répétition. Des cercles de pierre en Europe du Nord, des complexes pyramidaux le long du Nil, de vastes avenues cérémonielles en Mésoamérique, des cités-temples en Asie du Sud-Est, des matériaux différents, des mythologies différentes, des technologies différentes. Et pourtant, la même préoccupation pour les cieux apparaît encore et encore. L'archéologie explique traditionnellement cela par la fonction. Les calendriers régulent l'agriculture. Les repères saisonniers coordonnent les rituels. La cohésion sociale dépend d'une mesure du temps commune. Tout cela est vrai et ne prête pas à controverse. Mais ces explications ne rendent pas pleinement compte de l'ampleur ou de la persévérance des efforts déployés. La construction de nombreux monuments a nécessité plusieurs générations. Certains ont été construits pour marquer des événements qui ne se produisaient que quelques fois au cours d'une vie humaine. D'autres suivaient des cycles qu'aucun constructeur ne pouvait voir s'achever de son vivant. Cela introduit une tension que l'archéologie seule ne peut résoudre. Les besoins pratiques expliquent l'observation. Ils n'expliquent pas entièrement l'obsession. Aligner une structure avec le Soleil est compréhensible. Aligner tout le réseau urbain avec les mouvements célestes suggère quelque chose de plus que l'utilité. Cela suggère une vision du monde dans laquelle la vie humaine n'est pas séparée de l'ordre cosmique, mais intégrée à celui-ci. Une vision du monde dans laquelle le temps n'est pas simplement compté, mais vénéré. Les archives archéologiques remettent également en question une hypothèse de longue date, celle selon laquelle les cultures anciennes se préoccupaient principalement de leur survie et de leurs besoins immédiats. En réalité, certains des premiers projets coopératifs à grande échelle que nous connaissons n'avaient aucune fonction défensive, aucun but résidentiel et aucun avantage économique évident. Ils ont été construits pour durer, pour être vus et pour rester significatifs longtemps après la disparition de leur créateur. Lorsque les archéologues fouillent ces sites, ils ne trouvent pas de preuves d'ignorance. Ils trouvent des preuves de planification, de normalisation, de correction et d'amélioration répétées. Les erreurs étaient remarquées. Les alignements étaient ajustés, les connaissances étaient transmises. Cela implique une observation soutenue sur de longues périodes, préservée par l'enseignement plutôt que par l'écriture, et affinée par l'expérience plutôt que par l'abstraction. Ce qui ressort n'est pas l'image de tribus isolées avançant à tâtons vers la civilisation, mais celle de communautés profondément attentives aux régularités de la nature. Des communautés qui comprenaient le ciel comme un système régi par des règles, même si ces règles s'exprimaient à travers des mythes plutôt que des mathématiques. La question n'est donc pas de savoir si les peuples anciens comprenaient les cieux. Les preuves montrent qu'ils les comprenaient. La question est de savoir pourquoi cette compréhension était si importante qu'elle a façonné leurs créations les plus durables. À quel moment la coïncidence devient-elle un modèle ? L'archéologie ne répond pas à cette question de manière philosophique, mais statistique. Un alignement peut être le fruit du hasard. 2 suscite la curiosité. Des dizaines à travers les cultures exigent une explication. Pourtant, déterminer où se situe ce seuil n'est pas un acte purement scientifique. Il est façonné par les frontières disciplinaires, par la prudence,
et par une crainte compréhensible de dépasser les limites. Car une fois les modèles reconnus, l'interprétation suit. Et l'interprétation comporte des risques. Pour certains, ces similitudes suggèrent des connaissances perdues ou des liens oubliés. Pour d'autres, elles démontrent le caractère inévitable du raisonnement humain soumis aux mêmes contraintes physiques. Le ciel est le même partout. La Terre se comporte de la même manière sous chaque pas. La gravité, la lumière et le temps ne changent pas avec la culture. Si l'on considère suffisamment de générations, des questions similaires peuvent donner des réponses similaires. Mais cette explication, bien que sobre, ne diminue en rien le mystère. Elle le rend plus aigu. Pourquoi les humains du monde entier ont-ils d'abord levé les yeux vers le ciel, avant d'écrire des lois, avant de bâtir des empires, avant de se définir les uns par rapport aux autres? Pourquoi le ciel a-t-il été choisi comme principal point de référence pour le sens, l'ordre et la permanence? L'archéologie peut nous dire ce qu'ils ont construit, quand ils l'ont construit, et comment cela s'aligne précisément avec les cieux. Elle ne peut pas nous dire pourquoi cette impulsion était si universelle, ni pourquoi elle est apparue si tôt. Pour cela, nous devons aller au-delà de la pierre et des mesures, et nous confronter à la question plus profonde que l'archéologie ne fait qu'évoquer. Qu'est-ce qui, dans notre condition humaine, nous pousse à chercher notre place dans la vaste mécanique de l'univers? Si cela vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Bien avant que le ciel ne devienne une source de mythes ou de métaphores, il était une question de survie. Pour les premiers humains, le ciel n'était pas symbolique, il était pratique. Le lever et le coucher du soleil régissaient la chaleur et le froid, la croissance et la décomposition, l'abondance et la famine. Une mauvaise interprétation du ciel n'était pas une erreur intellectuelle, c'était une erreur fatale. Les solstices et les équinoxes n'étaient pas des moments abstraits dans le temps. Ils constituaient des tournants dans le monde naturel. Le jour le plus long annonçait le lent déclin de la lumière. Le plus court prévenait de la pénurie et de l'endurance. Les équinoxes marquaient l'équilibre, les brefs intervalles où le jour et la nuit s'équilibraient avant de basculer à nouveau dans le changement. Ces événements étaient visibles, répétables et fiables. Dans un monde sans instruments, ils étaient les seules constantes. Pour les suivre, il ne fallait rien de surnaturel, seulement de la patience, de la mémoire et de l'attention. Les ombres s'allongeaient et se raccourcissaient selon des arcs prévisibles. Le point de lever du soleil rampait le long de l'horizon jour après jour, s'arrêtait, puis s'inversait. Ces mouvements pouvaient être appris, enseignés et anticipés. Au fil du temps, l'observation est devenue une attente. L'attente est devenue une planification. C'est ainsi que sont apparus les premiers calendriers. Non pas des calendriers de date, mais de rythme. Quand se déplacer, quand planter, quand récolter, quand rassembler. Le ciel fournissait un calendrier écrit dans la lumière qui ne pouvait être modifié par décret humain. À mesure que les sociétés se stabilisaient, cette prévisibilité est devenue essentielle. L'agriculture ne tolère pas les conjectures. Quelques semaines trop tôt ou trop tard pouvaient signifier la famine. C'est là que l'astronomie et la structure sociale sont devenues indissociables. La connaissance du ciel conférait une autorité. Ceux qui pouvaient anticiper les changements saisonniers détenaient le pouvoir, non pas parce qu'ils prétendaient avoir une vision divine, mais parce que leur connaissance fonctionnait. Les rituels n'étaient pas des superstitions, mais des renforcements. Les cérémonies communautaires synchronisaient le comportement humain avec la réalité environnementale. Elles alignaient la mémoire entre les générations. Elles garantissaient la survie des connaissances essentielles au-delà de la durée de vie des individus. En ce sens, les rituels étaient une technologie. Ils préservaient les données sous forme humaine. À travers le monde, différentes cultures ont mis au point différentes méthodes, mais le cadre de référence était toujours le même. Le soleil se levait, la lune tournait. Les étoiles
revenaient. Ces mouvements transcendaient la langue, la géographie et les croyances. Un solstice observé dans un hémisphère obéissait aux mêmes lois physiques qu'un solstice observé dans un autre. Le ciel imposait une structure universelle à la vie humaine, qu'elle soit reconnue comme telle ou non. Au fil du temps, ce cadre de référence commun a eu un effet subtil mais profond. Il a permis aux communautés humaines de penser au-delà du présent immédiat. Les cycles saisonniers ont encouragé la prévoyance. Les cycles lunaires ont encouragé le comptage. Les rythmes célestes plus longs ont encouragé la continuité, c'est-à-dire la compréhension que le temps s'étendait au-delà de l'expérience individuelle. Le ciel est devenu la première archive de l'humanité, non pas stockée dans des objets, mais dans la répétition. Et à mesure que la précision des observations s'améliorait, quelque chose a changé. L'accent n'était plus simplement mis sur la réaction au cycle, mais sur leur anticipation avec une précision croissante. Les pierres ont remplacé les bâtons, les alignements ont remplacé les repères. Les horizons ont été modifiés pour encadrer des moments qui ne se produisaient qu'une fois par an, voire une fois dans une vie. À ce stade, le ciel a cessé d'être un simple outil de survie. Il est devenu un échafaudage pour donner du sens. Certaines structures marquent les saisons des semailles avec une efficacité fonctionnelle. D'autres vont plus loin. Elles se concentrent sur des moments qui n'ont aucun bénéfice agricole direct. Elles suivent des événements qui se déroulent trop lentement pour avoir une importance pour les cultures, mais trop précisément pour être accidentelles. Ces monuments suggèrent qu'à un certain stade, les humains ont commencé à utiliser le ciel non seulement pour survivre dans le monde, mais aussi pour comprendre leur place dans celui-ci. Et c'est là que l'histoire change discrètement, car certaines structures anciennes ne suivent pas simplement les saisons. Elles semblent cartographier quelque chose de bien plus vaste. Avant d'acquérir un sens, la géométrie a acquis un but. Bien avant d'être envisagée, elle était déjà utilisée. Les constructeurs anciens ne sont pas partis de symboles, mais de problèmes. Comment faire tenir des murs? Comment répartir le poids? Comment construire plus grand, plus haut, et de manière plus permanente que ne le permettent le bois ou la terre? La géométrie n'est pas née de l'abstraction, mais de la nécessité. Les premières connaissances géométriques sont indissociables de la construction. Les lignes droites définissent les limites, les angles droits stabilisent les coins. Les cercles permettent une répartition égale de la force. Il ne s'agit pas de réflexions philosophiques, mais de découvertes empiriques faites à travers des essais et des erreurs répétées. Un mur qui penche s'effondre. Une base inégale échoue. Au fil des générations, les constructeurs ont appris que certaines formes résistent, tandis que d'autres ne le font pas. L'archéologie confirme cette évolution. Les structures en pierre les plus anciennes montrent une régularité croissante au fil du temps. Les dispositions irrégulières cèdent la place à des blocs standardisés. Les mesures deviennent cohérentes. Les angles se répètent. Cela est visible dans les ouvrages en pierre du Néolithique, dans les premières plateformes mésopotamiennes et, plus tard, dans la maçonnerie égyptienne. La précision augmente à mesure que l'expérience s'accumule. Il est essentiel de noter que cette évolution est antérieure aux mathématiques formelles. L'algèbre n'existait pas. Les preuves écrites n'existaient pas. Ce qui existait, c'était le raisonnement proportionnel, une compréhension intuitive que les relations importaient plus que la taille absolue. Une structure 2 fois plus grande devait toujours respecter les mêmes proportions pour rester stable. Cette intuition a permis aux constructeurs de l'Antiquité de dimensionner leur construction de manière fiable, sans calculer de valeurs numériques au sens moderne du terme. Les proportions simplifiaient la complexité. Si un côté est lié à un autre de manière cohérente, l'ensemble de la structure peut être reproduit à différentes tailles. Ce principe est évident dans les anciens outils d'arpentage.
Les fils à plomb établissent la verticalité. Les règles de mesure garantissaient la cohérence. Les cordes nouées, largement documentées en Égypte et en Mésopotamie, permettaient aux constructeurs de recréer des angles droits et des divisions proportionnelles. Une corde divisée en 12 segments égaux pouvait former un triangle 3-4-5, produisant un angle droit presque parfait, une solution technique connue et utilisée depuis des millénaires avant d'être décrite mathématiquement. Ces techniques étaient vraiment pratiques, transférables et efficaces. Elles permettaient aux constructeurs d'imposer un ordre dans l'espace. Ce n'est que plus tard que la géométrie a acquis une signification au-delà de sa fonction. Une fois que les formes se sont avérées fiables, elles sont devenues reproductibles. Une fois reproductibles, elles ont été normalisées. Et une fois normalisées, elles sont devenues visibles sous forme de motifs. À ce moment-là, la géométrie a franchi un seuil. Elle n'était plus seulement une méthode, elle est devenue un langage. Ce que l'on appelle souvent géométrie sacrée n'est pas né d'un mysticisme imposé à l'architecture. Il est né de l'observation de l'architecture au fil du temps. Les constructeurs ont remarqué que certaines proportions produisaient une harmonie non seulement sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan de la cohérence structurelle. La symétrie équilibrait les forces. L'alignement axial clarifiait l'orientation. Les formes circulaires et triangulaires répartissaient efficacement les contraintes. Ces propriétés donnaient à la géométrie un aspect ordonné, voire inévitable. Le sens suivait la fonction. Les preuves archéologiques confirment cette séquence. En Égypte, par exemple, les premières tombes mastaba sont de simples formes rectangulaires, axées sur la stabilité et les pratiques funéraires. Au fil des siècles, elles ont évolué vers des pyramides à degrés, puis vers des pyramides aux côtés lisses, avec une orientation précise et une cohérence proportionnelle. Chaque étape reflète des connaissances techniques accumulées, et non une innovation symbolique soudaine. Les mesures prises à partir des structures encore existantes démontrent une proportionnalité intentionnelle. Les longueurs de base des principales pyramides sont cohérentes à quelques fractions de pourcent près. Leur orientation ne s'écarte du nord géographique que de quelques minutes d'arc, une précision qui implique une observation répétée du mouvement des étoiles, probablement en utilisant les étoiles circumpolaires comme point de référence. La géométrie et l'astronomie convergent ici non pas pour des raisons symboliques, mais parce que toutes deux servent la précision. Des modèles similaires apparaissent ailleurs. Dans l'ancienne Mésopotamie, les ziggourats étaient déconstruites à l'aide de systèmes de briques modulaires qui imposaient une échelle proportionnelle. Dans la vallée de l'Indus, les réseaux urbains révèlent des ratios standardisés dans la largeur des rues et la taille des blocs, suggérant des plans géométriques préétablis. Dans l'Europe néolithique, les enceintes circulaires et les cercles de pierre présentent une symétrie radiale qui améliore la cohérence structurelle et l'organisation spatiale. Rien de tout cela ne nécessite d'intention sacrée. Cela nécessite de la compétence. Pourtant, au fil du temps, quelque chose de subtil se produit. À mesure que la géométrie s'intègre dans l'architecture monumentale, elle devient associée à la permanence. Les structures en pierre durent. Le bois se décompose, la terre s'érode. La géométrie sculptée dans la pierre semble éternelle en comparaison. Cette durabilité invite à l'interprétation. Ce qui perdure commence à prendre du sens. Dans les cultures sans langue écrite, la permanence elle-même communique l'autorité. Une structure qui survit à plusieurs générations devient un point de référence non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. La géométrie, en permettant la durabilité, devient liée à la continuité. La continuité devient mémoire. La mémoire devient sens. C'est là que la géométrie entre dans le monde sacré, non pas comme une doctrine imposée, mais comme une conséquence de la fiabilité. Lorsque certaines proportions produisent systématiquement des formes stables et durables,
elles acquièrent un poids culturel. Elles inspirent confiance. Elles sont réutilisées. Elles sont enseignées. Au fil du temps, elles deviennent associées à l'ordre lui-même. Il est important de noter que cela ne signifie pas que les constructeurs anciens codaient des messages cachés. Cela signifie qu'ils standardisaient le succès. Lorsque les cultures ultérieures ont hérité de ces formes, elles ont hérité à la fois de la technique et de la vénération qui y était attachée. La géométrie a commencé à représenter plus qu'une simple structure. Elle représentait l'alignement avec la terre, avec le ciel, avec les connaissances héritées. Ce qui était autrefois pratique a acquis une résonance symbolique grâce à la répétition. Ce processus explique pourquoi des formes géométriques similaires apparaissent dans différentes civilisations sans qu'il y ait eu de contact direct entre elles. La gravité se comporte de la même manière partout. Les matériaux se détériorent de manière prévisible. La perception humaine favorise la symétrie et l'équilibre, car ces caractéristiques correspondent à la stabilité. Des sociétés indépendantes, confrontées à des contraintes physiques similaires, sont susceptibles de converger vers des solutions similaires. Et pourtant, lorsque les archéologues mesurent et comparent ces structures, ils rencontrent quelque chose qui complique le tableau. Certains rapports se répètent avec une fréquence qui dépasse la nécessité structurelle. Certaines proportions persistent même là où d'autres auraient tout aussi bien fonctionné. Dans certains cas, la précision dépasse ce qu'exigerait la seule ingénierie. Ces répétitions ne prouvent pas une intention au-delà de l'aspect pratique, mais elles soulèvent une question qui ne peut être écartée par la seule fonction. Pourquoi certaines relations entre la longueur, la hauteur et la circonférence sont-elles devenues si persistantes à travers le temps et l'espace? Pourquoi les constructeurs ont-ils continué à privilégier des proportions spécifiques alors même que les matériaux, les cultures et les technologies changeaient? La géométrie est peut-être entrée dans le monde sacré par son utilité, mais à un certain moment, elle a commencé à pointer vers quelque chose de plus durable que la simple structure. Et cette persistance, mesurable, répétable et non résolue, mérite une attention particulière. À mesure que la géométrie mûrissait pour devenir un langage de construction, les nombres sont apparus comme sa grammaire. Pas des nombres abstraits, pas des équations écrites pour faire étalage d'intelligence, mais des nombres fonctionnels, des valeurs qui pouvaient être mesurées à l'aide d'une corde et d'une tige, mesurées à pied, mémorisées sans notation et reproduites à travers les générations de constructeurs. Ce qui subsiste dans les archives archéologiques, ce n'est pas la théorie mathématique, mais le comportement numérique, la manière dont les sociétés anciennes comptaient, mesuraient, répétaient et faisaient de confiance à certaines relations plutôt qu'à d'autres. Cette distinction est importante. Les mathématiques modernes recherchent l'exactitude. Les mathématiques anciennes recherchaient la suffisance. Un nombre n'avait pas besoin d'être parfait, il devait fonctionner. Parmi les nombres qui reviennent dans les cultures anciennes, un petit ensemble apparaît avec une persistance inhabituelle. Ils n'apparaissent pas sous forme d'inscriptions annonçant leur présence, mais sous forme de proportions intégrées dans les murs, les fondations et les agencements spatiaux. Ils ne sont visibles qu'après coup, lorsque la pierre est mesurée longtemps après que les mains qui l'ont façonnée ont disparu. L'un des plus durables est le rapport désormais appelé pi, qui correspond au rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Pi n'est pas une invention. Ce n'est pas un concept culturel. C'est une propriété physique de l'espace. Toute société qui dessine un cercle le rencontre immédiatement, qu'il ait un nom ou non. Les formes circulaires comptent parmi les expressions architecturales les plus anciennes et les plus répandues de l'histoire de l'humanité. Foyers, puits, fosses de stockage, enceintes défensives, anneaux cérémoniels. Les cercles apparaissent parce qu'ils répartissent uniformément les contraintes et délimitent efficacement l'espace.
Dès qu'un constructeur tente de prédire la quantité de matériaux nécessaires pour délimiter une zone circulaire, un rapport entre la largeur et le périmètre devient nécessaire. Ce dont les constructeurs anciens avaient besoin, ce n'était pas d'une décimale infinie, mais d'une approximation reproductible. Les premières traces écrites connues de telles approximations apparaissent en Mésopotamie et en Égypte. Des tablettes d'argile babyloniennes datant d'environ 1900 à 1600 avant notre ère utilisent une valeur équivalente à 3 et 1/8, soit 3,125. Des textes mathématiques égyptiens, notamment le papyrus mathématique de Rhind, datant d'environ 1650 avant notre ère, décrivent une méthode qui correspond à 256 divisé par 81, soit environ 3,16. Ces valeurs ne sont pas des suppositions aléatoires. Il s'agit d'approximations délibérées qui se situent dans une marge d'erreur réduite. Pour les constructions à grande échelle, cette marge est acceptable. Les murs construits selon ces ratios s'ajusteraient correctement. Les colonnes s'aligneraient. Les fondations circulaires s'emboîteraient sans déformation. D'un point de vue scientifique, cela démontre une compréhension opérationnelle plutôt qu'une abstraction théorique. Les constructeurs savaient ce qui fonctionnait parce qu'ils l'avaient testé. Les connaissances s'accumulaient par la pratique et non par la preuve. Les preuves archéologiques renforcent cette interprétation. Les structures circulaires des sites anciens montrent des relations proportionnelles cohérentes entre le diamètre et la circonférence. Les écarts existants se situent dans les tolérances attendues d'une construction mesurée à la main à l'aide de cordes, de piquets et d'un alignement visuel. Il n'y a aucun signe de variation aléatoire. Il y a une cohérence, ce qui implique une méthode. Le même schéma se retrouve dans les cultures qui n'ont laissé aucun texte mathématique. Les cercles de pierre néolithiques en Europe, les monticules circulaires en Asie et les enceintes cérémonielles incurvées en Amérique témoignent tous d'une géométrie contrôlée. Ces sociétés n'avaient pas besoin de connaître pi au sens symbolique pour l'utiliser. Elles avaient besoin de reproduire un rapport qui fonctionnait. C'est là la distinction essentielle qui est souvent perdue dans l'interprétation moderne. Pi n'apparaît pas parce qu'il était vénéré, mais parce qu'il est inévitable. La mise à l'échelle des nombres entiers suit la même logique. L'architecture antique est extrêmement modulaire. Les constructeurs travaillaient avec des unités standardisées, le coudée égyptienne, le pied mésopotamien, le pas romain, la mesure mésoaméricaine basée sur le corps humain. Ces unités permettaient aux équipes de se coordonner sans plans écrits. Une longueur pouvait être indiquée, mémorisée et vérifiée visuellement. Une fois l'unité choisie, les structures étaient planifiées comme des multiples de cette unité. Les longueurs doublaient, les largeurs étaient divisées par 2. Les axes étaient divisés en segments égaux. Cette pratique simplifiait la construction et réduisait les erreurs. Elle créait également une répétition numérique entre les sites. En Égypte, le coudé royal mesurait environ 52,3 cm et était subdivisé en paumes et en doigts. Ce système hiérarchique permettait à la fois précision et flexibilité. Les grandes dimensions pouvaient être facilement mises à l'échelle, tandis que de petits ajustements restaient en les possibles. Les temples, les pyramides et les chaussées reflètent cette logique modulaire. En Mésopotamie, un système de comptage en base 60 a influencé les mesures. 60 se divise de manière égale en plusieurs facteurs, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui le rend extrêmement pratique pour diviser l'espace et le temps. C'est pourquoi les degrés, les minutes et les secondes persistent aujourd'hui. Leur origine n'est pas symbolique mais fonctionnelle. En Mésoamérique, les systèmes de base 20 ont façonné l'aménagement du territoire. Cela a influencé non seulement le comptage, mais aussi l'espacement architectural et la conception du calendrier. Des bases numériques différentes
ont produit des expressions différentes, mais le principe sous-jacent est resté le même. Les nombres existaient pour organiser la réalité, et non pour la mystifier. Cela nous amène au rapport le plus controversé de tous. Le nombre d'or, souvent désigné par la lettre grecque phi, est approximativement égal à 1,618. Défini géométriquement, le nombre d'or apparaît lorsqu'une ligne est divisée de telle sorte que le rapport entre le tout et le segment le plus grand est le même que le rapport entre le segment le plus grand et le plus petit. Cette relation produit une proportion autosimilaire qui reste constante lorsque l'échelle change. Concrètement, cela crée des rectangles et des formes qui conservent leur équilibre lorsqu'ils sont agrandis ou réduits. Il n'existe aucune preuve crédible que les constructeurs de l'Antiquité aient qualifié ce rapport de constante universelle ou l'aient traité comme une loi mathématique au sens moderne du terme. Il existe cependant des preuves que certaines relations proportionnelles se répètent dans l'architecture, où l'équilibre visuel, la cohérence structurelle et l'évolutivité étaient importants. Les formes rectangulaires se rapprochant de ce rapport répartissent la masse et le poids visuel de manière uniforme. Elles évitent les extrêmes. Elles n'étirent pas trop l'espace, ni ne le compriment trop fortement. Pour les façades, les chambres et les structures en gradins, ces proportions semblent stables à l'œil humain. Cette stabilité perceptive n'a rien de mystique. Elle est physiologique. La vision humaine est sensible aux proportions. Les sciences cognitives ont montré que certains rapports sont traités plus facilement et perçus comme plus harmonieux. Cela ne nécessite pas de calcul conscient. Cela découle de la manière dont le cerveau interprète les relations spatiales. Les mesures de certaines structures anciennes se rapprochent de cette proportion. Dans certaines pyramides égyptiennes, le rapport entre la hauteur et la moitié de la base est proche de 1,618 lorsqu'il est mesuré dans des tolérances acceptables. Dans l'architecture grecque classique, les façades des temples se situent souvent dans une fourchette qui inclut le nombre d'or. À des époques plus tardives, en particulier pendant la Renaissance, les architectes ont explicitement discuté et affiné ces proportions dans des traités écrits. Il faut souligner, une fois encore, qu'il s'agit d'une approximation. Les structures anciennes n'étaient pas construites avec une précision décimale. La pierre s'érode. Les fondations s'affaissent. Les reconstructions modifient les dimensions. Même dans leur forme originale, les constructeurs travaillaient avec des cordes et des lignes de visée, et non avec des micromètres. L'importance ne réside pas dans l'exactitude, mais dans la préférence. Les constructeurs auraient pu choisir d'autres proportions. Les structures auraient tenu debout. La gravité permet toute une gamme de solutions. Pourtant, certaines relations ont été privilégiées à plusieurs reprises. Au fil du temps, les proportions qui ont fait leurs preuves sont devenues conventionnelles. La convention s'est transformée en tradition. La tradition a acquis une autorité. Les chiffres qui fonctionnaient sont devenus des chiffres auxquels on faisait confiance. Ce processus explique la répétition sans faire appel à des connaissances secrètes. Il explique également pourquoi des ratios similaires apparaissent dans différentes cultures sans nécessité de transmission directe. Lorsque les mêmes contraintes s'appliquent au même système de perception humaine, des solutions similaires émergent. D'autres nombres reviennent pour des raisons tout aussi pratiques. 12 se divise facilement en moitiés, en tiers et en quarts. Cela le rend idéal pour diviser le temps et l'espace. Il apparaît dans les mois, les heures, la segmentation architecturale et les cycles rituels. 60, comme indiqué, offre une divisibilité exceptionnelle. 4 stabilise l'orientation grâce aux points cardinaux. 8 et 16 permettent la symétrie et l'expansion modulaire. Lorsque les archéologues cartographient des sites anciens, ils trouvent à plusieurs reprises des agencements basés sur de simples relations entre nombres entiers. Une avenue cérémonielle, 2 fois plus longue qu'une place. Un axe de temple divisé en segments égaux. Un quadrillage urbain
organisés autour de modules répétés. Ces modèles reflètent l'efficacité de la planification et non la numérologie. Pourtant, l'efficacité seule n'explique pas entièrement la persistance. Une structure ne s'effondre pas si ses proportions varient légèrement. Une pyramide ne s'effondre pas si sa pente change de quelques degrés. Un temple ne perd pas sa fonction si sa façade est légèrement plus large ou plus étroite. Et pourtant, les constructeurs ont souvent respecté scrupuleusement les ratios hérités, même lorsque d'autres alternatives étaient structurellement viables. Cela suggère que les nombres ont accumulé du sens grâce à leur succès. Ils ont été associés à la stabilité, à la durabilité et à l'ordre. Au fil des générations, cette association s'est approfondie. Les constructeurs n'avaient pas besoin de comprendre pourquoi une proportion fonctionnait. Ils avaient seulement besoin de savoir qu'elle fonctionnait. À ce stade, la fonction se confond avec la signification. C'est là que l'interprétation moderne échoue souvent. Le passage de la répétition à la révélation est tentant. Code caché, constante cosmique, science perdue. Ces récits imposent des attentes modernes à des pratiques anciennes. Ils confondent continuité et conspiration. Les preuves soutiennent une explication plus discrète et plus rigoureuse. Les constructeurs anciens n'encodaient pas de secrets. Ils préservaient la fiabilité. Et pourtant, lorsque les mêmes relations numériques apparaissent dans des cultures éloignées, intégrées dans leurs constructions les plus durables, l'effet est troublant. Non pas parce que cela prouve l'existence de mathématiques avancées en avance sur leur temps, mais parce que cela révèle à quel point le monde physique influence profondément les choix humains. La pierre obéit à la gravité. Les cercles obéissent à la géométrie. La perception humaine privilégie l'équilibre. Dans le cadre de ces contraintes, certains nombres sont voués à réapparaître. Ce qui est remarquable, ce n'est pas l'existence de ces rapports. C'est le fait que les humains aient, à maintes reprises, reconnu leur utilité et choisi de les conserver. La vraie question n'est pas de savoir si les constructeurs anciens auraient pu faire un autre choix. Ils auraient pu. La question est de savoir pourquoi, à travers les millénaires et les continents, ils ont si souvent choisi de ne pas le faire. À la base de toute vision ancienne du monde se trouve une réalité simple et inévitable. Le temps ne s'écoule pas de manière régulière, il tourne, il revient, il se répète. Bien avant que les humains ne mesurent à l'espace avec la pierre, ils mesuraient le temps avec la lumière et l'ombre. Les premiers schémas reconnus par la conscience humaine n'étaient pas géométriques, mais temporels. Le cycle le plus immédiat est celui du jour et de la nuit. Causé par la rotation de la Terre sur son axe, ce cycle est constant, universel et inéluctable. Tous les êtres humains qui ont jamais vécu l'ont expérimenté. Pour les sociétés primitives, ce rythme régissait l'activité et le repos, la chasse et l'abri, l'exposition et la sécurité. L'alternance de la lumière et de l'obscurité ne nécessitait aucune interprétation. Elle s'imposait d'elle-même. De là sont nés des cycles plus longs. Le mouvement annuel du Soleil, le long de l'horizon, révélait les saisons. Lorsque la Terre tourne autour du Soleil, l'inclinaison de son axe provoque des variations dans la durée du jour et l'altitude du Soleil. Ces variations déterminent la température, les précipitations et la croissance biologique. Pour les premiers humains, il était essentiel de reconnaître les changements saisonniers. Les routes migratoires, les calendriers de plantation et le comportement des animaux en dépendaient. Les découvertes archéologiques montrent que les communautés anciennes suivaient ces cycles saisonniers avec une précision croissante. Les trous de poteaux, les menhirs et les repères horizontaux s'alignent avec les points de lever et de coucher du soleil au solstice. Ces alignements ne sont pas des reconstructions symboliques, ils sont mesurables. Lorsqu'ils ont été testés, beaucoup fonctionnent encore comme prévu. Le soleil se lève ou se couche exactement là où les constructeurs l'avaient prévu, à des dates spécifiques de l'année.
Au-delà du Soleil, la Lune a introduit une autre couche de structure temporelle. Le cycle lunaire, d'environ 29,5 jours, offrait une unité de temps naturelle plus petite qu'une année, mais plus grande qu'un jour. Les phases de la Lune sont très visibles et se répètent de manière prévisible. Cela les rendait idéales pour compter, coordonner les activités et marquer les intervalles. Les mois lunaires apparaissent dans les cultures anciennes, dans les calendriers, le calendrier des rituels et la planification agricole. Le mois synodique n'est pas un concept abstrait. C'est un processus visible qui se déroule au-dessus de nos têtes. Son suivi ne nécessitait aucun instrument, seulement de l'attention et de la mémoire. Au fil du temps, les cycles lunaires ont été harmonisés avec les années solaires, produisant des systèmes calendaires complexes qui équilibraient deux rythmes concurrents. Ce qui ressort de l'archéologie n'est pas une observation aléatoire, mais une mesure structurée du temps. Partout, les humains ont divisé le temps en cycles imbriqués. Les jours dans les mois dans les saisons dans les années. Ces divisions apparaissent indépendamment dans toutes les cultures, façonnées par les mêmes mécanismes astronomiques. Mais au-delà de ces rythmes familiers se cache un cycle plus profond et moins évident, qui ne se déroule pas sur des jours ou des années, mais sur des millénaires. Ce cycle est connu sous le nom de précession des équinoxes. Il résulte de l'oscillation de l'axe de la Terre, causée principalement par les interactions gravitationnelles avec la Lune et le Soleil. Lorsque la Terre tourne, son axe décrit un lent mouvement circulaire, accomplissant un cycle complet environ tous les 25 920 ans. Ce mouvement provoque un déplacement progressif des équinoxes par rapport au fond des étoiles. La précession n'est pas une hypothèse. Il s'agit d'un phénomène physique mesurable. L'astronomie moderne le prend en compte avec une extrême précision. Ce qui le rend extraordinaire dans un contexte ancien, c'est son échelle de temps. La précession est si lente qu'elle ne peut être perçue au cours d'une seule vie humaine. Même sur plusieurs générations, le changement est subtil. Pourtant, ses effets sont cumulatifs et réels. Au fil des siècles, les étoiles associées aux événements saisonniers changent. Une constellation qui se lève à l'aube pendant l'équinoxe de printemps ne le fera pas indéfiniment. Au fil des millénaires, ce rôle est transféré à une autre région du ciel. La toile de fond céleste du temps lui-même dérive. Reconnaître la précession nécessite quelque chose de rare, une observation soutenue sur plusieurs générations ou l'héritage d'archives équidiocies à long terme. Cela nécessite une comparaison, la prise de conscience que le ciel actuel ne correspond pas exactement au ciel du passé. Cette prise de conscience n'est pas anodine. Elle implique une mémoire qui dépasse l'expérience individuelle. C'est là que le modèle commun aux civilisations anciennes devient frappant. Les mythes, les symboles et les orientations architecturales de toutes les cultures reflètent une prise de conscience du lent changement cosmique. Le symbolisme animalier change. Les associations saisonnières évoluent, les orientations sacrées semblent de marquer non seulement les points solaires, mais aussi les points stellaires, des positions qui n'auraient été correctes qu'à certaines époques spécifiques. L'archéologie seule ne peut prouver la connaissance consciente de la précession dans l'Antiquité profonde. Mais elle peut démontrer une attention prolongée portée au ciel, un alignement précis au fil des siècles et une transmission culturelle de l'importance céleste. Ces conditions rendent plausible la conscience des cycles à long terme, même si elle n'est pas formellement articulée. Ce qui est indéniable, c'est que les sociétés anciennes pensaient de manière cyclique. Le temps n'était pas une ligne droite progressant vers un point final. Il s'agissait d'une roue, d'un retour, d'un renouveau. Cette vision du monde apparaît dans les pratiques agricoles, dans la répétition des rituels et dans les récits cosmologiques à travers le monde antique. La base scientifique de cette pensée réside dans l'astronomie.
Le ciel ne progresse pas vers la nouveauté. Il revient à des schémas familiers légèrement modifiés. Les humains ont adapté leur compréhension du temps à cette réalité. La naissance et la mort reflétaient le lever et le coucher du soleil. Les civilisations s'élevaient et tombaient comme les saisons. La continuité importait plus que la permanence. Cette conception cyclique du temps a façonné la manière dont les peuples anciens construisaient, enregistraient et se souvenaient. Les monuments alignés sur des événements récurrents renforçaient physiquement cette vision du monde. Chaque année, le ciel confirmait ce que la pierre suggérait déjà, que le temps avance en revenant. Ce qui distingue les cultures anciennes avancées, ce n'est pas qu'elles aient remarqué les cycles, mais qu'elles les aient intégrés dans la mémoire collective. Les calendriers, les rituels et les structures ont contribué à préserver la connaissance temporelle à travers les générations. Le temps est devenu quelque chose qui pouvait être partagé et pas seulement vécu. La persistance de ce modèle, le temps cyclique exprimé à travers des points de référence solaires, lunaires et stellaires, apparaît dans toutes les civilisations sans contact direct. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convergence. Le même ciel imposait les mêmes contraintes et les sociétés humaines y répondaient de manière similaire. Mais cela soulève une question plus profonde. Si les cultures anciennes structuraient leur vie autour de cycles s'étendant bien au-delà de leur expérience immédiate, alors leur perception du temps était plus large que ce que la simple survie exigeait. Aurait-elle pu pressentir, même vaguement, qu'elle participait à des rythmes bien plus anciens et bien plus vastes qu'elle-même? Lorsque le temps s'étend au-delà de la mémoire vivante, il doit être transmis d'une autre manière. Avant l'écriture, avant les registres numériques, avant la chronologie formelle, les sociétés humaines s'appuyaient sur les récits. Il ne s'agissait pas de divertissement, mais d'une infrastructure. Le mythe était le mécanisme par lequel l'information survivait aux limites de la durée de vie individuelle. D'un point de vue anthropologique, cela est bien établi. Les cultures orales codifient les connaissances pratiques, géographie, écologie, généalogie, dans des structures narratives mémorables, reproductibles et résistantes à la distorsion. Le rythme, le symbolisme et la répétition agissent comme des forces stabilisatrices. Une histoire qui survit sans changement pendant des siècles le fait parce qu'elle véhicule quelque chose d'essentiel. Lorsque l'observation astronomique a élargi la conscience humaine au-delà des cycles immédiats, le même mécanisme s'est appliqué. Le ciel changeait lentement, trop lentement pour être suivi par la seule mémoire. L'histoire est devenue le vecteur du temps. C'est là que les longs cycles se transforment en mythes. Dans toutes les civilisations anciennes, des récits émergent qui partagent des similitudes structurelles malgré les différences culturelles. Ils parlent d'âge plutôt que d'années, de mondes qui se renouvellent, de grands retours et de déclins progressifs. Il ne s'agit pas de chroniques historiques au sens moderne du terme. Ce sont des cadres temporels, des moyens d'organiser la réalité lorsque des mesures précises sont impossibles. Les animaux apparaissent fréquemment dans ces récits, non pas de manière arbitraire, mais comme des symboles ancrés dans le ciel. Les créatures qui s'élèvent, tombent, chassent ou migrent reflètent le comportement saisonnier et le mouvement des étoiles. Les dieux incarnent des forces qui se répètent plutôt que de progresser. Ils meurent et renaissent, ils disparaissent et reviennent. Leur pouvoir croît et décroît au rythme des cieux. Il ne s'agit pas d'une spéculation imposée rétroactivement. Les sciences cognitives et l'anthropologie démontrent toutes deux que les êtres humains associent naturellement des concepts abstraits à des formes concrètes. Le temps devient un personnage, les cycles deviennent des récits, le changement devient un drame. Cette traduction rend les schémas à long terme intelligibles. Il est important de noter que ces mythes ne nécessitent pas de connaissances astronomiques au sens moderne du terme.
Il nécessite une continuité. Chaque génération hérite de l'histoire, la met en scène et la transmet. La signification persiste même lorsque les observations originales s'estompent. L'histoire reste exacte non pas parce qu'elle est analysée, mais parce qu'elle est vécue. C'est pourquoi le mythe résiste souvent à la chronologie linéaire. Les récits anciens passent rarement de l'origine à la conclusion. Ils tournent en boucle. Ils se répètent. Ils recommencent. Cela reflète la structure du monde naturel tel qu'il était vécu. Les saisons reviennent, les étoiles réapparaissent, la vie se régénère. Lorsqu'on l'examine à travers les cultures, le modèle est cohérent. Le temps n'est pas conçu comme une flèche, mais comme un cycle. L'histoire n'est pas cumulative, elle est rythmique. La destruction est suivie d'un renouveau. Le déclin précède la renaissance. Ces idées ne sont pas des abstractions philosophiques, elles reflètent des observations codées sous forme narrative. D'un point de vue scientifique, cela est logique. Sans l'écriture, il est impossible de conserver des données précises, mais les schémas peuvent l'être. Les mythes préservent les relations plutôt que les quantités. Ils se souviennent que quelque chose s'est produit sans préciser quand ni à quelle fréquence. Cela suffit pour assurer la continuité culturelle. Au fil du temps, à mesure que les sociétés sont devenues plus complexes, ces récits se sont enrichis de nouvelles couches. L'observation pratique s'est mélangée à l'identité sociale, à l'autorité rituelle et à l'explication cosmologique. Ce qui a commencé comme un souvenir est devenu un sens. Ce qui a commencé comme un modèle est devenu une croyance. Il est essentiel de noter que ce processus ne nécessite ni tromperie ni superstition. Il est adaptatif. Il permet à la connaissance de persister au-delà de la mémoire humaine. Il lie les communautés entre elles grâce à une compréhension temporelle commune. Il ancre l'identité dans un monde régi par des cycles. Ce que l'archéologie et la mythologie comparée révèlent, ce n'est pas un contenu uniforme, mais une structure uniforme. Des noms différents, des images différentes, des paysages différents, mais la même logique temporelle. Les âges se succèdent et s'éteignent. Les forces se répètent. Le cosmos évolue selon des rythmes qui dépassent le contrôle humain. Cette cohérence suggère que les mythes n'étaient pas des inventions arbitraires. Ils étaient des réponses à une expérience commune du temps, une expérience façonnée par le ciel. Avec l'apparition de l'écriture, une partie de ce savoir narratif a été traduite en chiffres, calendriers et archives. Mais une grande partie est restée mythique, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle opérait à une échelle qui résistait à la précision. Il en résulte un système de mémoire à plusieurs niveaux. Les cycles courts sont suivis à l'aide de mesures. Les cycles longs sont véhiculés par des récits. Les deux coexistent et se renforcent mutuellement. Si les mythes ont préservé le temps alors que l'écriture ne le pouvait pas, ils ont servi de mémoire culturelle. Non pas la mémoire des événements, mais la mémoire de la structure, de la façon dont le monde se comporte sur de longues périodes. Cela conduit à une question inévitable. Si les sociétés s'appuyaient sur les mythes pour transmettre la connaissance temporelle d'une génération à l'autre, auraient-elles pu s'appuyer sur autre chose pour l'ancrer dans l'espace? Si les récits préservaient le temps, les monuments pouvaient-ils préserver la mémoire? Tout comme les mythes transmettaient le temps à travers les récits, la pierre le transmettait à travers l'espace. Lorsque la mémoire devait survivre à la voix humaine, l'architecture devenait son vecteur. Cette transition, du ciel à la pierre, marque l'un des changements les plus importants de l'histoire humaine. C'est le moment où la connaissance a cessé de reposer uniquement sur la transmission et a commencé à reposer sur la pérennité. La pierre n'oublie pas facilement. Contrairement au bois, elle ne pourrit pas en quelques générations. Contrairement au texte, elle ne nécessite pas de savoir lire et écrire. Contrairement à la tradition orale, elle ne dépend pas d'une répétition continue.
Une fois mise en place, elle reste soumise uniquement à l'érosion, aux catastrophes ou à la destruction délibérée. Pour les sociétés anciennes, cette durabilité rendait l'architecture particulièrement adaptée à la préservation de ce qui comptait le plus. L'archéologie montre que les premières structures monumentales n'étaient pas principalement décoratives. Elles n'étaient pas conçues pour le confort ni pour l'excès esthétique. Elles constituaient des interventions délibérées dans le paysage, positionnées avec soin, orientées avec intention. L'ornementation est venue plus tard. La précision est venue en premier. L'orientation importait plus que l'apparence. Dans les sites anciens, la caractéristique la plus constante n'est pas la décoration, mais l'alignement. Les murs, les couloirs et les axes sont disposés en fonction des points cardinaux ou des événements célestes. Cela est mesurable. Des études modernes confirment à plusieurs reprises que de nombreux monuments anciens s'écartent du nord de Khonos, de l'est, du sud ou de l'ouest réel, de manière remarquablement faible, parfois de moins d'1 degré. Pour y parvenir sans boussole ni instrument moderne, il fallait observer systématiquement le ciel et effectuer des corrections répétées au fil du temps. Une telle précision dépasse les besoins pratiques. Une structure n'a pas besoin d'être orientée vers le nord géographique pour servir d'abri ou de lieu de rassemblement. L'orientation a un autre objectif. Elle ancre la structure dans un cadre plus large. Elle situe l'espace humain dans l'espace cosmique. C'est là que l'architecture devient information. Un monument aligné sur le lever du soleil, au solstice, renferme des connaissances sur l'inclinaison et l'orbite de la Terre. Une structure orientée vers les points cardinaux encode l'ordre spatial. Une disposition qui répète des relations proportionnelles préserve le raisonnement mathématique sans écrire un seul chiffre. La pierre ne s'explique pas, mais elle agit. La précision prime sur la décoration, c'est un motif récurrent. Les premiers sites monumentaux semblent souvent austères selon les normes actuelles. Des blocs massifs, des lignes épurées, des détails superficiels, minimaux. Cette retenue suggère que les constructeurs ont donné la priorité à l'emplacement et aux proportions plutôt qu'à la narration superficielle. La signification était intégrée dans la structure elle-même et non dans ce qui y était sculpté. Cette approche réduit également l'ambiguïté. Les ornements peuvent changer de signification selon les cultures ou les époques. L'alignement, lui, ne change pas. Le soleil se lève là où il se lève. Les étoiles suivent leur trajectoire indépendamment des croyances. Un monument aligné sur ces phénomènes continue de communiquer tant que le ciel se comporte comme il l'a toujours fait. Dans cette logique architecturale, certains schémas proportionnels réapparaissent. L'un d'eux est la relation décrite plus tard comme le nombre d'or. Comme indiqué précédemment, rien ne prouve que les constructeurs anciens aient formalisé ce rapport comme une constante abstraite. Ce qui est prouvé, c'est l'utilisation répétée de relations proportionnelles qui s'en approchent. Dans l'architecture monumentale, ce rapport apparaît souvent dans la relation entre la hauteur et la base ou entre des dimensions adjacentes. Ces proportions produisent des structures stables, visuellement équilibrées et évolutives. Lorsqu'on les mesure, certains monuments anciens se situent dans une fourchette étroite autour de ce rapport, non pas de manière parfaite, mais constante. Le point essentiel n'est pas la précision, mais la persistance. Les constructeurs auraient pu choisir de nombreuses proportions viables. Le fait qu'ils soient revenus à des relations similaires au fil des siècles suggère une pratique héritée. Une proportion qui s'avère fiable devient une tradition. La tradition devient une attente. Au fil du temps, l'attente devient la norme. Lorsqu'un système proportionnel est répété dans la pierre, il devient mémoire. Chaque nouvelle structure renforce la précédente.
le paysage lui-même commence à enseigner. Cela est particulièrement évident dans les cultures où la construction monumentale s'est étendue sur plusieurs générations. Un seul projet peut survivre à ses concepteurs d'origine. Les connaissances devaient être préservées non seulement dans les esprits, mais aussi sous forme de forme. Une fondation correctement établie garantit que ce qui s'élève au-dessus reste aligné longtemps après la disparition de ses créateurs. De ce point de vue, les monuments fonctionnent comme des systèmes de mémoire externes. Ils stockent des informations sur l'orientation, les proportions et le temps. Ils codifient les décisions prises par des personnes qui comprenaient qu'elles ne seraient plus là pour les expliquer. Cela explique également pourquoi tant d'efforts ont été consacrés à la durabilité. Le travail nécessaire pour extraire, transporter et placer des pierres massives est immense. Un tel effort n'a guère de sens pour des structures destinées à un usage immédiat. Il est logique pour des structures destinées à perdurer. Les couches archéologiques confirment cette intention. De nombreux monuments ont été réparés, réalignés ou reconstruits sur les mêmes axes au fil des siècles. Cette continuité suggère que l'orientation d'origine était suffisamment importante pour être préservée. Les constructeurs ultérieurs n'ont pas simplement réutilisé l'espace, ils ont respecté l'alignement. L'implication est subtile, mais profonde. Ces structures n'étaient pas seulement des messages destinés à leurs contemporains, elles étaient conçues pour être découvertes à plusieurs reprises, à travers les générations. Chaque lever de soleil, encadré par la pierre, réaffirmait les connaissances qui y étaient encodées. Chaque retour saisonnier renouvelait la mémoire. La pierre, en ce sens, devient un enseignant silencieux. Et pourtant, cela soulève une question à laquelle l'archéologie ne peut répondre avec certitude. Si les monuments préservent des informations au-delà de la durée de vie de leurs constructeurs, à qui étaient-elles destinées ? Les dieux sont une réponse évidente, mais insuffisante. Les divinités n'ont pas besoin de rappel sur la mécanique céleste. Les rois sont une autre réponse, mais tout aussi limitée. Le pouvoir politique s'étend rarement sur les siècles nécessaires pour justifier une telle endurance. Une réponse plus plausible est la continuité elle-même. Ces monuments ont été construits pour les humains futurs, pour les descendants qui hériteraient du même ciel, de la même terre et du même besoin de comprendre leur place dans celle-ci. Ils étaient des ancres dans le temps, conçus pour dire. Cela avait de l'importance. Cet alignement avait de l'importance. Cette proportion avait de l'importance. Souvenez-vous-en. Si les mythes transmettaient la mémoire à travers le récit, les monuments la transmettaient à travers la matière. Ensemble, ils formaient un système qui permettait à la compréhension humaine de s'étendre bien au-delà des vies individuelles. Mais l'intention reste une question sans réponse. Ces structures étaient-elles destinées à communiquer avec le divin, à légitimer l'autorité ou à instruire ceux qui n'étaient pas encore nés ? Ou ont-elles été construites dans un but encore plus troublant, la possibilité qu'un jour, dans un avenir lointain, quelqu'un se tienne devant elles et reconnaisse qu'elles n'étaient pas du tout accidentelles ? Pendant une grande partie de l'histoire moderne, le monde antique a été imaginé comme fragmenté, des cultures isolées se développant en parallèle, séparées par de vastes distances et des barrières infranchissables. Les océans étaient considérés comme des murs, les déserts comme des vides, les continents comme des laboratoires fermés d'inventions indépendantes. Cette hypothèse a façonné l'interprétation archéologique pendant des décennies, non pas parce qu'elle était prouvée, mais parce qu'elle semblait intuitive. Aujourd'hui, cette image a changé. Ce changement ne résulte pas de spéculation, mais de données accumulées lentement, à contre-cœur et dans différentes disciplines. L'archéologie, la génétique, la paléoanthropologie et les études maritimes convergent désormais vers une conclusion différente. Les premiers humains étaient beaucoup plus mobiles, connectés et capables de se déplacer sur de longues distances qu'on ne le pensait auparavant.
Cela n'implique pas l'existence d'une civilisation mondiale unique. Cela implique quelque chose de plus simple et de plus puissant, des contacts sans centralisation. La preuve la plus solide commence par la migration humaine elle-même. Les études génétiques des populations modernes montrent que les humains anatomiquement modernes se sont dispersés hors d'Afrique il y a au moins 60 000 à 70 000 ans en suivant les routes côtières plutôt que les couloirs intérieurs. Ce n'est pas une théorie. Cette hypothèse est étayée par l'ADN mitochondrial, l'analyse du chromosome Y et les découvertes archéologiques réparties le long des anciens littoraux. La migration côtière est désormais une théorie anthropologique dominante car elle explique quelque chose que les modèles intérieurs ne pouvaient pas expliquer, la vitesse. Les humains ont atteint l'Australie il y a au moins 50 000 ans. Cela a nécessité des traversées maritimes. Il n'y avait pas de pont terrestre reliant l'Afrique au Sahul. Des bateaux, aussi simples soient-ils, étaient nécessaires. Cela suffit à réfuter l'idée que les premiers humains étaient enclavés ou technologiquement incapables de voyager par voie maritime. Les sites archéologiques le long des anciennes côtes renforcent cette conclusion. Des amas de coquillages, des outils de pêche et des campements côtiers apparaissent très tôt et de manière persistante. Ce n'est pas un hasard. Ils reflètent une exploitation soutenue des environnements marins qui nécessite une connaissance des marées, des courants et des mouvements saisonniers de la vie marine. Ces connaissances ne s'acquièrent qu'à travers une interaction répétée avec l'océan. Une fois acquise, la capacité maritime ne reste pas statique, elle s'améliore. À l'époque néolithique, les preuves du commerce maritime deviennent explicites. L'obsidienne provenant de régions volcaniques nord-spécifiques apparaît à des centaines de kilomètres de son origine. Les empreintes chimiques le confirment. En Méditerranée, on trouve de l'obsidienne provenant de Mélos sur le continent grec dès le 7e millénaire avant notre ère. Au Proche-Orient, on observe des schémas similaires avec l'obsidienne anatolienne distribuée à travers la Mésopotamie et le Levant. Ces matériaux n'ont pas dérivé. Ils ont été transportés. Les périodes ultérieures fournissent des preuves encore plus claires. Les épaves de l'âge du bronze, telles que celles découvertes en Méditerranée orientale, révèlent des cargaisons contenant des matières premières, des produits finis et des articles de luxe provenant de multiples régions. L'étain, provenant de sources lointaines, apparaît dans des objets en bronze éloignés des gisements connus, ce qui implique l'existence de réseaux commerciaux à longue distance opérant sur terre et sur mer. En Asie du Sud-Est, le commerce maritime précoce est attesté par des styles de poterie, des espèces agricoles et des modèles linguistiques communs à toutes les chaînes d'îles. L'expansion austronésienne, retracée à travers les familles linguistiques et la génétique, démontre une navigation océanique délibérée sur des milliers de kilomètres, bien avant l'émergence des civilisations classiques. Même le Pacifique, que l'on croyait autrefois colonisé tardivement et de manière aléatoire, raconte une histoire différente. La navigation polynésienne, reconstituée grâce à l'archéologie expérimentale et aux archives ethnographiques, s'appuyait sur les trajectoires stellaires, les modèles de vagues et les indices écologiques. Ces techniques permettaient de rouer des voyages intentionnels et répétables à travers l'océan. Il ne s'agit pas d'improvisation, mais de système. Ce qui importe ici, ce n'est pas l'ampleur de ces réseaux, mais leur existence. La connectivité ne nécessite pas d'empire. Elle nécessite de la répétition. Une seule route réussie, parcourue à travers les générations, devient un corridor d'échange. Les idées circulent le long de ces corridors aussi facilement que les marchandises. C'est là que l'illusion de l'isolement s'effondre. Les cultures n'ont pas besoin d'être unifiées à l'échelle mondiale pour s'influencer mutuellement. Des contacts limités et intermittents suffisent. Une technique observée, un concept emprunté, une mesure adaptée. Au fil des siècles, ces échanges s'accumulent.
L'archéologie fournit des exemples concrets de ce processus. Des cultures agricoles similaires apparaissent dans des régions reliées par des routes commerciales plausibles. Les plantes et les animaux domestiques se répandent de manière inégale mais directionnelle. Les techniques métallurgiques se diffusent à partir des centres d'innovation. Les motifs décoratifs migrent, se transforment et réapparaissent. Rien de tout cela ne nécessite un point d'origine unique pour la civilisation. Cela nécessite des déplacements humains et de la curiosité. Il est essentiel de noter que la connectivité n'efface pas le développement local. Les inventions indépendantes restent réelles et significatives. Des environnements différents exigent des solutions différentes. Ce que la connectivité change, c'est la probabilité. Elle augmente les chances que les idées fructueuses se propagent au-delà de leur lieu d'origine. Cela a des implications directes pour les pratiques architecturales et astronomiques. Si une culture découvre une méthode fiable pour mesurer le temps ou aligner des structures, cette méthode peut voyager, véhiculée par les commerçants, les migrants ou les mariages mixtes. Elle n'arrive pas sous une forme achevée, elle s'adapte. Elle s'intègre aux traditions existantes. Au fil du temps, cela produit une convergence. Des problèmes similaires donnent lieu à des solutions similaires, renforcées par des contacts occasionnels. Les modèles émergent non pas en raison d'une planification centralisée, mais parce que le monde permet à l'information de circuler. La prudence scientifique est ici essentielle. Il n'existe aucune preuve d'une civilisation mondiale perdue orchestrant les connaissances anciennes. Il n'existe aucune trace archéologique d'une gouvernance mondiale, d'une langue commune ou d'une culture matérielle unifiée. Les affirmations à ce sujet dépassent les données. Ce que les données confirment, c'est une expansion progressive de la connectivité humaine au cours du temps. Les côtes comme autoroutes, les rivières comme artères, les mers comme connecteurs plutôt que comme barrières. Cela redéfinit notre interprétation de la similitude. Les caractéristiques communes n'exigent pas une source unique. Elles exigent une opportunité de transmission. Une fois l'isolement abandonné comme hypothèse, le monde antique apparaît sous un autre jour. Il semble moins fragmenté, plus dynamique. Les cultures restent distinctes, mais ne sont pas cloisonnées. L'innovation reste locale, mais n'est pas confinée. La connexion n'exige pas l'uniformité. Elle exige le contact. Et le contact modifie la manière dont les idées se propagent, discrètement, de manière inégale, mais persistante, remodelant l'histoire humaine d'une manière que la pierre seule ne peut révéler. Au cœur des débats modernes sur les connaissances anciennes se trouve une tension qui n'est pas spéculative, mais académique. Elle est discutée ouvertement dans des revues, des conférences et des départements universitaires d'archéologie, d'anthropologie, d'archéoastronomie et de sciences cognitives. La question n'est pas de savoir si les civilisations anciennes étaient intelligentes. Cela est établi. La question est de savoir comment la similitude apparaît entre des cultures séparées par l'espace et le temps. Il existe deux cadres explicatifs dominants. Aucun n'est marginal. Aucun n'est concluant. Et tous deux sont soutenus par des travaux universitaires sérieux. La première position est celle de l'invention indépendante, parfois appelée évolution culturelle convergente. La seconde est celle de la transmission culturelle à travers de longues périodes, facilitée par les migrations, le commerce et les contacts. Le débat entre ces deux positions est toujours d'actualité, nuancé et non résolu. Le modèle de l'invention indépendante soutient que des solutions similaires émergent parce que les humains partout dans le monde sont confrontés à la même réalité physique. Le ciel se comporte de manière identique pour tous les observateurs. La gravité, la géométrie, la lumière et le temps imposent des contraintes universelles. Selon ce point de vue, les similitudes en matière d'architecture, d'astronomie et de systèmes numériques ne sont pas héritées, elles sont redécouvertes.
Cette position est fortement soutenue par l'archéologie cognitive et l'anthropologie. Des chercheurs tels que Colin Renfrew, Ian Hodder et Stephen Mithen ont soutenu que la cognition humaine a évolué pour détecter des modèles, optimiser les ressources et imposer un ordre à l'environnement. Lorsque plusieurs sociétés observent les mêmes cycles célestes, elles sont susceptibles de développer des systèmes calendaires similaires, même sans contact entre elles. En archéoastronomie, des chercheurs tels que Anthony Avni et Clive Ruggles soulignent que les alignements solaires et lunaires sont les repères astronomiques les plus intuitifs qui soient. Les solstices, les équinoxes et les arrêts lunaires sont des phénomènes visibles que toute société attentive peut suivre de manière indépendante. Leurs travaux démontrent que l'observation du ciel ne nécessite pas de mathématiques avancées, mais seulement de la continuité et de l'observation. Ce point de vue est renforcé par l'archéologie expérimentale. Lorsque les chercheurs modernes tentent de reconstituer les anciennes méthodes d'arpentage à l'aide d'outils simples, bâtons, cordes, lignes de visée, ils redécouvrent systématiquement les mêmes solutions géométriques. Les angles droits émergent de la géométrie des cordes. Les cercles émergent du marquage de rayons égaux. Les points cardinaux émergent du suivi des ombres. Il ne s'agit pas de découvertes spécifiques à une culture. Ce sont des réponses à la physique de l'espace. Le modèle de l'invention indépendante explique pourquoi des types de monuments similaires apparaissent dans des régions sans contact plausible. Il met en garde contre une interprétation excessive des similitudes. Comme l'écrit Ruggles, la similitude n'implique pas la transmission, elle peut impliquer la nécessité. Cette position a toutefois ses limites. Elle peine à expliquer pourquoi certaines techniques se sont répandues de manière inégale, tandis que d'autres sont restées localisées. Elle peine également à expliquer le moment où certaines innovations sont apparues. Dans certains cas, des pratiques complexes apparaissent soudainement dans plusieurs régions au cours d'une période relativement courte, ce qui suggère une diffusion plutôt qu'une coïncidence. Cela nous amène à la deuxième position, la transmission culturelle sur de longues périodes. Ce modèle ne nécessite pas une origine unique ou une civilisation mondiale. Il met plutôt l'accent sur les échanges progressifs, les idées se déplaçant le long des routes commerciales, des couloirs de migration et des réseaux sociaux. Les connaissances se propagent lentement, de manière imparfaite et adaptative. Ce cadre est soutenu par un large éventail de recherches universitaires. David Anthony, dans ses travaux sur les premières migrations indo-européennes, démontre comment la langue, la technologie et la cosmologie peuvent se propager ensemble grâce aux mouvements de population. Les recherches de Peter Bellwood sur l'expansion austronésienne montrent comment les peuples marins ont transmis leurs pratiques agricoles, leurs techniques de navigation et leur structure sociale sur d'énormes distances. En archéologie, Christian Christiansen et Barry Cunliffe ont soutenu que l'Europe de l'âge du bronze était beaucoup plus interconnectée qu'on ne le pensait auparavant. Les techniques métallurgiques, l'iconographie et les pratiques funéraires se sont répandues dans toutes les régions sans contrôle centralisé. Ces schémas sont visibles dans la culture matérielle et confirmés par l'analyse isotopique des restes humains. Les preuves génétiques renforcent cette thèse. Les études sur l'ADN ancien, menées par des chercheurs tels que David Reich, révèlent des épisodes répétés de mouvements de population et de métissage. Ces mouvements coïncident avec des changements technologiques et culturels, ce qui suggère que les populations ont transmis des idées et pas seulement des gènes. Dans le domaine de l'archéoastronomie, les modèles de transmission sont pris au sérieux lorsque des traditions d'alignement spécifiques apparaissent de manière séquentielle dans des régions connectées. Par exemple, les cadres calendaires communs en Mésoamérique sont largement acceptés comme des produits de l'héritage culturel, même si des variations locales persistent. Il est important de noter que ce modèle ne nie pas l'innovation indépendante. Il reconnaît que les sociétés
adaptent les idées empruntées aux conditions locales. La transmission n'est pas une copie, c'est une transformation. La véritable tension académique provient du fait que les deux modèles fonctionnent, mais dans des contextes différents. Certaines similitudes s'expliquent mieux par la convergence, d'autres s'expliquent mieux par le contact. La difficulté réside dans la distinction entre les deux lorsque les preuves sont incomplètes. L'archéologie préserve rarement les intentions, elle préserve les résultats. C'est pourquoi les chercheurs modernes prônent la prudence. Ils se méfient des récits qui réduisent toutes les similitudes à une seule explication. Dans le même temps, ils sont de plus en plus critiques à l'égard de l'hypothèse selon laquelle les cultures anciennes étaient isolées par défaut. Le débat n'est pas idéologique, il est méthodologique. Quel degré de similitude est nécessaire pour que la transmission devienne plus probable que la coïncidence? Comment expliquer les données manquantes, en particulier dans les régions où les côtes sont aujourd'hui submergées? Comment interpréter les systèmes symboliques en l'absence de traces directes? Ces questions restent ouvertes. Ce qui est de plus en plus accepté, c'est que les connaissances anciennes existaient sur un spectre. Certaines découvertes étaient inévitables, d'autres ont été héritées. L'histoire humaine n'est ni une collection d'expériences scellées, ni un plan unique qui se déroule. C'est un réseau, vaguement connecté, en constante évolution. Cette vision équilibrée laisse une question en suspens. Si les connaissances se diffusent progressivement, à travers des réseaux fragiles de contact et de mémoire, elles sont vulnérables. Elles peuvent être perturbées, oubliées, fragmentées, surtout lorsque les environnements changent rapidement. Cela soulève la question suivante, à laquelle l'archéologie ne peut échapper. Si les connaissances se propagent lentement, que se passe-t-il lorsqu'une catastrophe vient les interrompre? L'histoire de la Terre n'est pas une ascension lente et ininterrompue vers la complexité. Elle est ponctuée de perturbations, de longues périodes de relative stabilité sont régulièrement interrompues par des changements environnementaux rapides, qui s'étendent parfois sur plusieurs siècles, parfois sur quelques décennies seulement. Cela ne fait pas débat. C'est un principe fondamental de la géologie, de la climatologie et de l'archéologie moderne. L'idée que les catastrophes remodèlent l'histoire humaine n'est plus spéculative. Elle est mesurée dans les carottes de glace, les couches sédimentaires, les côtes submergées et les changements brusques dans les archives archéologiques. Au cours des 2 derniers millions d'années, la Terre a connu plusieurs périodes glaciaires et interglaciaires. Ces périodes glaciaires n'étaient pas des blocs de froid uniformes, mais des systèmes très dynamiques. La température, les précipitations et le niveau de la mer ont connu des fluctuations spectaculaires. La dernière transition majeure, la fin de la dernière période glaciaire, a commencé il y a environ 20 000 ans et a profondément remodelé la planète habitée par les humains. À son apogée, le niveau mondial des mers était environ 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. De vastes plaines côtières existaient là où se trouvent aujourd'hui des mers peu profondes. Ces régions n'étaient pas marginales. Elles faisaient partie des écosystèmes les plus productifs de la Terre. Les deltas fluviaux, les estuaires et les plateaux continentaux soutenaient des populations humaines denses, riches en nourriture et en possibilités de navigation. Avec le réchauffement climatique, les calottes glaciaires ont fondu. Ce processus ne s'est pas déroulé sans heurts. Les données paléoclimatiques montrent qu'il y a eu des pulsations d'eau de fonte, c'est-à-dire des périodes où le niveau de la mer a augmenté de plusieurs mètres en l'espace d'une vie humaine. Un exemple bien documenté, la pulsation d'eau de fonte 1A, s'est produite il y a environ 14 600 ans, faisant monter le niveau mondial des mers d'environ 20 mètres en moins de 500 ans. Pour les populations côtières, ce changement n'a pas été progressif. Il s'agissait d'un déplacement à l'échelle d'une civilisation. Des paysages entiers ont disparu. Les côtes se sont déplacées vers l'intérieur des terres. Les réseaux fluviaux se sont reconfigurés. Des villages ont été abandonnés ou submergés.
Les vestiges archéologiques reflètent cette perturbation non seulement par des couches de destruction, mais aussi par des absences. Il y a des lacunes, des chapitres manquants là où il devrait y avoir une continuité. Ce phénomène est aujourd'hui largement reconnu en archéologie. Des sites préhistoriques submergés ont été découverts au large des côtes de l'Europe, de l'Asie, de l'Australie et des Amériques. Le plateau continental de la mer du Nord, connu sous le nom de Doggerland, abritait autrefois des communautés mésolithiques avant d'être inondé il y a environ 9000 à 6000 ans. Des paysages submergés similaires existent dans le plateau de la Sonde, en Asie du Sud-Est et le long du pont terrestre de Bering. Il ne s'agissait pas de camps isolés de chasseurs-cueilleurs. Les preuves suggèrent une habitation à long terme, des déplacements saisonniers et une gestion de l'environnement. Lorsque la mer s'est élevée, ces sociétés n'ont pas simplement migré intactes. Elles se sont fragmentées. Les catastrophes n'effacent pas l'humanité. Elles la remodèlent. Le même schéma apparaît dans les périodes ultérieures. Des événements climatiques zodiaques soudains, tels que l'événement 8,2 kYar, un refroidissement brutal déclenché par des inondations causées par le débordement de lacs glaciaires, coïncident avec des transitions culturelles au Proche-Orient et en Europe. Des épisodes de sécheresse ont été associés au déclin de sociétés complexes, notamment l'Empire akkadien et la civilisation maya classique. Il ne s'agit pas de corrélations spéculatives, elles sont étayées par des analyses isotopiques, des carottes de sédiments lacustres et des données paléobotaniques. Il ressort de ces recherches une image cohérente. Les civilisations ne disparaissent pas uniquement en raison de faiblesses internes. Elles disparaissent lorsque les seuils environnementaux sont franchis plus rapidement que ne le permet l'adaptation. Cela redéfinit notre conception de la disparition. Les cultures ne disparaissent pas simplement, elles se dissolvent. Les connaissances ne disparaissent pas instantanément, elles s'érodent. Certaines pratiques survivent parce qu'elles sont transférables. Les traditions orales, les cadres rituels et les connaissances astronomiques de base peuvent migrer avec les populations. D'autres connaissances ne le peuvent pas. Les systèmes basés sur les infrastructures, architecture à grande échelle, tradition de lever précis, ingénierie spécifique à une région, dépendent de la stabilité, de la continuité de la main-d'œuvre et du lieu. Lorsqu'une catastrophe survient, les priorités changent. La survie remplace l'abstraction. La mémoire se réduit à ce qui est immédiatement utile. D'un point de vue scientifique, cela explique pourquoi la continuité archéologique est souvent inégale. Nous observons une simplification soudaine après des périodes de complexité. Il ne s'agit pas d'une régression de l'intelligence, mais d'une adaptation sous contrainte. Il est important de noter que les catastrophes ne font pas de distinction entre les sociétés avancées et les sociétés simples. Les perturbations environnementales réinitialisent les systèmes sans distinction. Les calendriers agricoles s'effondrent lorsque les saisons changent. Les réseaux commerciaux s'effondrent lorsque les côtes changent. Les paysages sacrés perdent leur point de référence lorsque l'horizon se déplace. Cet effet de réinitialisation est bien documenté dans les études sur la résilience et la théorie des systèmes. Les systèmes complexes sont efficaces, mais fragiles. Ils surpassent les systèmes simples dans des conditions stables et échouent plus rapidement sous pression. Lorsqu'ils s'effondrent, il ne reste que des fragments. Dans les archives archéologiques, ces fragments peuvent être trompeurs. Les sociétés ultérieures héritent de vestiges, pierres, alignements, récits, sans contexte complet. Elles réutilisent, réinterprètent et parfois mythifient ce qu'elles ne comprennent plus. Il ne s'agit pas ici d'affirmer la disparition de supercivilisations, mais plutôt l'existence de gradients de perte. Le savoir ne disparaît pas d'un seul coup, il s'amenuise progressivement. Certaines informations survivent parce qu'elles sont codées de manière redondante à travers les rituels, l'architecture et les récits.
D'autres informations survivent parce qu'elles sont intégrées dans l'environnement lui-même, comme l'orientation vers le lever du soleil ou les cycles saisonniers. D'autres connaissances encore disparaissent complètement parce qu'elles nécessitent une mémoire institutionnelle continue. Les catastrophes accélèrent ce processus de filtrage. D'un point de vue géologique, la Terre a connu des dizaines d'événements climatiques rapides au cours de l'existence humaine. D'un point de vue humain, chacun d'entre eux a dû sembler total. Du point de vue de la planète, il s'agit de transitions brèves. Ce décalage dans l'échelle de temps est crucial. Les humains planifient sur plusieurs générations. La Terre change au fil des millénaires, mais agit parfois en l'espace de quelques siècles. Lorsque ces échelles se croisent, les civilisations sont vulnérables. Ce qui survit aux catastrophes n'est pas nécessairement le savoir le plus sophistiqué, mais le plus résilient. Les modèles survivent aux détails. Les cycles survivent aux dates. L'orientation survit aux inscriptions. Cela explique pourquoi certaines idées semblent anciennes, mais incomplètes. Ce sont des échos, pas des plans, des survivances, pas des systèmes. La science moderne ne soutient pas l'idée d'un âge d'or unique et oublié, effacé par une catastrophe. Mais elle soutient l'idée d'épisodes répétés où la complexité culturelle a été réduite, redistribuée et réassemblée dans de nouvelles conditions. Chaque réinitialisation remodèle l'héritage. Ce qui nous amène à la question la plus difficile à laquelle l'archéologie est confrontée. Non pas ce qui a été perdu, mais ce qui a perduré. Lorsque les environnements s'effondrent et que les sociétés se fragmentent, quelles connaissances disparaissent avec eux et quelles connaissances survivent? Dans le sud-est de l'Anatolie, sur une crête calcaire surplombant la plaine de Haran, se trouve un site qui a définitivement changé la compréhension de l'archéologie sur la préhistoire humaine. Göbekli Tepe n'est pas légendaire. Ce n'est pas une spéculation. C'est l'une des découvertes archéologiques les plus rigoureusement documentées du dernier demi-siècle. Ces implications ne sont pas philosophiques par choix, mais par nécessité. Göbekli Tepe a été daté avec certitude entre 9600 et 8200 avant notre ère, ce qui place sa construction la plus ancienne il y a plus de 11 500 ans. Cette date n'est pas une simple supposition. Elle est étayée par de multiples échantillons de radiocarbone prélevés sur des matières organiques enfouies dans le remblai qui scellait les structures. Ces dates ont été reproduites dans différents laboratoires indépendants. Il n'y a pas de controverse scientifique sérieuse concernant son âge. Ce qui rend Göbekli Tepe révolutionnaire, ce n'est pas simplement son âge, mais sa nature. Le site se compose de plusieurs enceintes circulaires et ovales construites à partir d'énormes piliers de calcaire, dont certains pèsent entre 10 et 20 tonnes. Ces monolithes en forme de T ont été extraits, transportés, sculptés et érigés avec précision. Beaucoup sont décorés de sculptures en haut relief représentant des animaux, renards, sangliers, serpents, vautours, scorpions, rendus avec une précision anatomique et une cohérence stylistique. Il ne s'agit pas d'une construction fortuite. Elle a nécessité une planification, une coordination, une main-d'œuvre qualifiée et des efforts soutenus pendant plusieurs générations. Pourtant, Göbekli Tepe est antérieur à l'agriculture. Aucune trace de plantes ou d'animaux domestiqués n'a été trouvée en relation avec ces premières phases. Les constructeurs étaient des chasseurs-cueilleurs. Cette conclusion est basée sur des restes fauniques dominés par des espèces sauvages, l'absence de marqueurs céréaliers domestiqués et des assemblages d'outils caractéristiques de la période néolithique pré-Potier A. Cela contredit directement une hypothèse de longue date en archéologie, que la sédentarisation, la production alimentaire excédentaire et la stratification sociale étaient des conditions préalables à l'architecture monumentale et au comportement rituel complexe. Göbekli Tepe démontre le contraire. Ici,
la construction rituelle à grande échelle apparaît avant l'agriculture. La coordination sociale apparaît avant la sédentarisation. La complexité symbolique apparaît avant l'intensification économique. Cette inversion a contraint les archéologues à reconsidérer le récit linéaire de la civilisation. L'idée selon laquelle les humains se sont d'abord sédentarisés, puis ont pratiqué l'agriculture, puis ont développé la religion et la monumentalité, n'est plus universellement admise. Klaus Schmidt, l'archéologue qui a dirigé les fouilles à Göbekli Tepe pendant plus de 2 décennies, a décrit le site comme la preuve que le temple est venu en premier, puis la ville. Ce n'était pas une métaphore. Il s'agissait d'une conclusion empirique tirée de la stratigraphie et de l'analyse des matériaux. Les enceintes de Göbekli Tepe n'étaient pas des habitations. Il n'y a pas de foyer, pas de couches de déchets domestiques, pas de signes de vie quotidienne. Au contraire, on observe un remblayage délibéré. Chaque structure a été intentionnellement enterrée après une période d'utilisation, préservée plutôt qu'abandonnée. Ce comportement implique une fermeture rituelle, et non un effondrement. L'ampleur du travail nécessaire soulève d'autres questions. L'extraction et l'érection de piliers de cette taille auraient nécessité la coordination du travail de centaines de personnes. Cela implique un regroupement saisonnier de groupes, des systèmes symboliques communs et des structures de leadership capables d'organiser les efforts sans autorité centralisée ni agriculture. En d'autres termes, une organisation sociale complexe existait avant ce qui avait été documenté jusqu'à présent. L'iconographie de Göbekli Tepe ajoute une autre couche de perturbation. Les animaux représentés ne sont pas des décorations aléatoires. Beaucoup apparaissent à plusieurs reprises dans les enceintes, ce qui suggère un langage symbolique commun. Certains chercheurs ont proposé que ces figures représentent des êtres mythiques, des totems de clans ou des symboles cosmologiques. Si les interprétations varient, il existe un consensus sur le fait que les sculptures sont intentionnelles, significatives et structurées. Les piliers en forme de T eux-mêmes sont largement interprétés comme anthropomorphiques. Plusieurs d'entre eux présentent des bras, des mains, des ceintures et des pagnes sculptés. Il ne s'agit pas de formes abstraites. Ils représentent des figures humaines stylisées, monumentalisées. Cela suggère que les constructeurs ne se contentaient pas de marquer un lieu, mais qu'ils mettaient en œuvre une vision du monde dans laquelle les humains, les animaux et le paysage étaient liés dans un ordre symbolique. Les interprétations astronomiques de Göbekli Tepe font l'objet de débats, mais elles sont fondées sur des mesures. Certains chercheurs ont examiné l'orientation des enceintes et ont proposé des alignements avec les points cardinaux ou des événements célestes spécifiques. Ces hypothèses font toujours l'objet d'études, et aucune fonction astronomique n'a été démontrée de manière concluante. Ce qui est établi, c'est que l'orientation était délibérée. Les structures ne sont pas placées au hasard. Ce qui a suivi Göbekli Tepe est tout aussi significatif. Quelques siècles après sa phase de construction principale, des preuves d'agriculture commencent à apparaître dans la région environnante. Le blé einkorn domestiqué, l'orge et les légumineuses font leur apparition dans les archives archéologiques. La domestication des animaux suit. Le croissant fertile devient l'un des premiers centres de développement agricole. Cette séquence temporelle suggère un changement profond. Plutôt que l'agriculture ayant permis la création de centres rituels, ce sont peut-être les centres rituels qui ont motivé le besoin d'agriculture. Les grands rassemblements nécessitent des approvisionnements alimentaires fiables. La cohésion symbolique crée une pression économique. Cette hypothèse est soutenue par des études botaniques indiquant que les céréales sauvages étaient exploitées de manière intensive avant leur domestication. L'intervention humaine a peut-être accéléré l'évolution des plantes, motivée par les exigences des rassemblements rituels. Si elle est correcte, cette hypothèse redéfinit l'origine de la civilisation. L'imagination sociale
précède la transformation économique. Les structures de croyance catalysent le changement matériel. Göbekli Tepe n'est pas une anomalie isolée. D'autres sites néolithiques pré-céramiques, tels que Nevallichori et Karahan Tepe, présentent des caractéristiques architecturales et symboliques similaires. Cela suggère une tradition régionale plutôt qu'une expérience singulière. Ce que Göbekli Tepe a brisé, ce n'est pas seulement la chronologie, mais aussi la confiance. Il a révélé à quel point les archives archéologiques sont incomplètes, en particulier pour les périodes antérieures à la sédentarisation. Il a montré à quel point il est possible d'accumuler des connaissances sans laisser de traces conventionnelles. Plus important encore, il a démontré que les comportements complexes ne nécessitent pas les conditions que nous pensions autrefois essentielles. Lorsque les archéologues affirment que Göbekli Tepe a tout changé, ils le pensent littéralement. Il a imposé une réévaluation de la manière dont la civilisation a commencé, de ce qui motive l'action collective et de la manière dont les connaissances s'organisent dans le temps profond. Si les rituels monumentaux ont précédé l'agriculture, si les systèmes symboliques ont précédé les villes, alors la frontière entre préhistorique et historique est moins une ligne qu'un gradient. Et si un seul site peut réécrire la chronologie de manière aussi complète, cela soulève une dernière question troublante. Si les rituels complexes sont apparus en premier, qu'est-ce qui pourrait précéder l'histoire? Le moment le plus dangereux dans toute enquête n'est pas l'ignorance, mais la certitude. Lorsque des schémas commencent à apparaître, en particulier des schémas qui couvrent plusieurs cultures, continents et millénaires, l'esprit humain fait ce qu'il a toujours fait de mieux. Il les relie entre eux, parfois à juste titre, parfois prématurément. La science moderne est en partie construite comme une défense contre cette tendance. Le cerveau est un moteur de détection de schémas. Ce n'est pas une métaphore. Les neurosciences cognitives ont démontré que les humains sont neurologiquement prédisposés à rechercher la cohérence, même là où elle n'existe pas. Les mêmes mécanismes qui nous permettent de reconnaître les visages, de prédire les mouvements et de déduire la causalité génèrent également des faux positifs. Nous voyons des alignements là où il n'y a que du hasard, des intentions là où il n'y a que des accidents. Ce phénomène est bien documenté. Les psychologues l'appellent apophénie, c'est-à-dire la perception de liens significatifs dans des données aléatoires. Ce n'est pas un défaut, mais un avantage évolutif. Une espèce qui suppose que le bruissement dans l'herbe peut indiquer un danger survit plus souvent qu'une espèce qui attend des preuves. Mais lorsqu'il est appliqué à l'archéologie et à l'histoire ancienne, cet instinct devient dangereux. La tentation de tisser de grands récits à partir de preuves fragmentaires est forte. Quelques symboles communs, une poignée de correspondances numériques, une orientation récurrente. À partir de là, des conclusions générales peuvent émerger, souvent plus rapidement que ne le justifient les données. Les chercheurs sérieux résistent à cette impulsion. Les archéologues sont formés à se méfier de l'élégance. L'explication la plus simple n'est pas toujours la bonne, mais c'est le point de départ. La corrélation n'est pas la causalité. La similitude n'implique pas l'héritage. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, mais elle ne donne pas non plus le droit de spéculer. Les données sélectives constituent l'un des plus grands risques. Lorsque les chercheurs ou les vulgarisateurs ne mettent en avant que les exemples qui correspondent à un modèle, ce modèle devient inévitable. Les contre-exemples disparaissent, le contexte s'effondre. Ce qui reste semble convaincant parce qu'il est incomplet. Ce problème n'est pas hypothétique. Il a façonné la compréhension du public à l'égard des civilisations anciennes pendant des décennies. Les coïncidences numériques en sont un excellent exemple. Des ratios tels que le nombre d'or ou des approximations de pi apparaissent dans certaines structures anciennes, mais pas de manière universelle, ni toujours intentionnellement. Dans de nombreux cas, la géométrie pratique produit ces valeurs de manière fortuite.
lorsque seuls les exemples confirmateurs sont cités, un récit de codage délibéré émerge que l'ensemble des données ne corrobore pas. Les alignements astronomiques font l'objet d'un examen similaire. De nombreuses structures anciennes s'alignent effectivement sur des événements solaires ou lunaires, mais beaucoup d'autres ne le font pas. Certains alignements se décalent au fil du temps en raison de la précession ou de la reconstruction. Sans une analyse statistique minutieuse, il est facile de surestimer leur importance. Même Göbekli Tepe, malgré ses implications perturbatrices, a fait l'objet d'une inflation interprétative. Les interprétations symboliques se multiplient plus rapidement que les preuves. Des hypothèses astronomiques sont proposées avant même que les études d'orientation ne soient terminées. Le site invite à la projection parce qu'il remet en question les attentes. Ici, la retenue n'est pas une faiblesse, c'est de la rigueur. D'un point de vue philosophique, cette tension est ancienne. David Hume mettait en garde contre les déductions causales au-delà de l'expérience. Karl Popper affirmait que les théories scientifiques devaient être falsifiables, et pas seulement convaincantes. Plus récemment, Nassim Nicholas Taleb a souligné le danger du sophisme narratif, c'est-à-dire la tendance à imposer une structure narrative à des processus aléatoires ou complexes. Dans l'étude du temps profond, ces mises en garde sont importantes. Les grands mythes unificateurs sont séduisants car ils offrent une cohérence. Ils promettent une source unique, un âge perdu, un plan directeur. Ils transforment l'incertitude en révélation. Mais l'histoire est rarement aussi ordonnée. Elle est fragmentée, inégale et façonnée par le hasard. Reconnaître cela ne diminue pas le passé, cela l'honore. Le scepticisme, lorsqu'il est correctement appliqué, empêche la recherche de devenir une idéologie. Il nous oblige à poser des questions dérangeantes. Pourquoi ce modèle apparaît-il ici et pas là? Quelles preuves contredisent cette affirmation? Quelles hypothèses sont introduites subrepticement sans que l'on s'en aperçoive? Mais le scepticisme comporte lui aussi des dangers. Une prudence excessive peut conduire au rejet. Lorsque chaque anomalie est expliquée comme une coïncidence, la recherche stagne. Lorsque les questions non conventionnelles sont rejetées par réflexe, les preuves sont filtrées avant d'être examinées. La science progresse non pas en rejetant les modèles, mais en les testant. L'histoire de l'archéologie regorge d'exemples où le scepticisme initial a retardé la reconnaissance. L'existence de la culture néandertalienne, l'ancienneté de la navigation maritime, la sophistication des sociétés non alphabétisées. Chacune de ces théories était autrefois considérée comme invraisemblable. Chacune est aujourd'hui établie. Le défi consiste donc à trouver un équilibre. Nous devons résister à la tentation de réduire les similitudes à une conspiration ou à une origine unique, mais nous devons également résister à l'hypothèse selon laquelle toute ressemblance est dénuée de sens. Le ciel est commun. La cognition humaine est commune. Les pressions environnementales sont... Le danger de la surinterprétation réside dans l'oubli de ce fait. Pourtant, même avec retenue, même avec scepticisme, certaines questions persistent, certaines similitudes restent tenaces, certains schémas se répètent malgré la prudence méthodologique, certains alignements résistent à une explication facile. Le retour n'est donc pas à une croyance ancienne, mais à une posture ancienne. Une façon de se positionner dans le monde qui reconnaît les limites sans renoncer à la curiosité, qui recherche l'ordre sans revendiquer la propriété. La philosophe Hannah Arendt a averti que le progrès sans fondement conduit à l'aliénation. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss a soutenu que la pensée dite primitive n'était pas inférieure, mais organisée différemment, préoccupée par les relations plutôt que par le contrôle. La science moderne fait de plus en plus écho à ces idées. Nous comprenons désormais que l'intelligence est contextuelle, que la résilience importe souvent plus que l'efficacité.
que les systèmes perdurent, non pas en maximisant leur rendement, mais en maintenant leur équilibre. Cette prise de conscience ne diminue en rien les réalisations modernes. Elle les contextualise. Nous n'avons pas dépassé le passé. Nous continuons à négocier la même relation fondamentale avec le temps, la nature et l'incertitude. Les modèles anciens que nous découvrons aujourd'hui ne nous indiquent donc pas d'où nous venons dans un sens linéaire. Ils nous indiquent où nous revenons sans cesse. Ils nous rappellent que l'humanité ne se définit pas par ses outils, mais par ses questions. Et c'est peut-être là la transformation la plus profonde qu'offre ce voyage. Moins de certitude dans le mythe du progrès sans fin. Plus de respect pour l'intelligence exprimée différemment. Une conscience plus profonde que l'humanité est une conversation continue et non une succession de remplacements. Les pierres restent, le ciel reste, les questions restent. Si nous posons toujours les mêmes questions que nos ancêtres, qu'est-ce que cela nous dit sur la direction que nous prenons ? Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage extraordinaire à travers l'univers dans Frontiers of Infinity. Si cet aperçu de l'inconnu a éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre, là où nous dévoilons les mystères les plus sombres de l'espace.